Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal des sports de ce mercredi 18 avril. Le sommaire. Jeu de dames. Les esprits sont en éveil et en plein exercice côté ivoirien. La Côte d'Ivoire compte dans ses rangs pour le championnat du monde à Abidjan, deux damistes hors du commun décidés à honorer le drapeau national. Haltérophilie, première journée du championnat national. Plusieurs athlètes paralympiques sont venus tester leurs forces, technique, vitesse et souplesse à soulever des poids jusqu'à 160 kg. Sport automobile. La Fédération internationale de l'automobile dévoile plusieurs changements pour la prochaine saison en 2019, parmi lesquels l'augmentation de la limite de carburant et l'utilisation de gants biométriques. Actualité nationale pour l'entame de cette édition. Un invité avec moi sur ce plateau pour parler du championnat du monde du jeu de dames qui va se dérouler ici même à Abidjan à partir du 22 avril. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes monsieur Jacques Akmani, vous êtes le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de jeux de dames. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, votre championnat, le championnat du monde qui va se dérouler ici même à Abidjan, est dénommé championnat 5 étoiles. Pourquoi 5 étoiles? Il faut dire que l'organisation du jeu de dames professionnel et international dans le monde a connu un véritable essor grâce à l'entrée de la Turquie, de la Chine et la Hollande qui en fait une affaire nationale. Et cet essor a un aboutissement. Ça s'appelle l'IMSA, International Mind Sport Association, qui est un grand rendez-vous, qui est comme une consécration pour tout damiste qui réussit à honorer ce rendez-vous. Mais la qualification n'est pas facile et c'est pour ça que la Fédération mondiale du jeu des dames organise chaque année des World Cup, comme c'est le cas du nôtre ici à Abidjan. 1 étoile, 2 étoiles, quelquefois 3 étoiles. Mais le nôtre, c'est-à-dire ce championnat du monde qui va se dérouler à Abidjan, est doté d'un coefficient de 5 étoiles. Alors, qu'est-ce qui a plaidé en faveur d'Abidjan? C'est tout simple. La plupart du temps, les Africains ne parviennent pas à avoir un visa pour aller en Europe, pour mesurer leur force avec les autres. Mais avec l'Open international d'Abidjan, qui est doté d'un coefficient de 5 étoiles, ils ont toutes leurs chances de se qualifier pour l'IMSA. D'accord. Avant de poursuivre, suivons ensemble l'élément que nous propose Marilyn Dasso et Samuel Metch concernant deux athlètes. Il s'agit de Armand Kofi et Arnaud Adonis. Ils nous démontrent que le handicap n'est pas du tout un frein à la pratique du jeu des dames. En 1990, Armand Kofi Aka se met à jouer au jeu de dames, bien qu'étant aveugle suite à une mauvaise intervention chirurgicale survenue à l'âge de 3 ans. Mais cet handicap ne constitue pas un frein à sa passion pour le jeu de dames. Ce qui se passe dans la tête, hein, c'est l'esprit. Voilà, donc c'est pas un jeu qui nécessairement demande la vue. Honnêtement, quoi. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose que j'ai pu pratiquer sans problème. Il participe à son premier championnat en 2016 et bien qu'il ne soit pas parmi les lauréats, il est tout de même satisfait de son jeu et de son progrès. Quant à Arnaud Adonis Joachim, c'est en 1986 qu'il devient sourd-muet. Il va arrêter ses études au CM1, mais pas question pour lui d'arrêter de jouer aux dames. En 1990, son père est affecté à Dembokro. Il va alors participer à son premier championnat. Dès lors, il enchaîne championnat après championnat et devient 2 fois champion de Côte d'Ivoire en 2015. 9e au mondial en Russie en 2013, sélectionné pour cet Open 5 étoiles de la ville d'Abidjan, Arnaud promet de donner le meilleur de lui-même. Je suis fort, je m'entraîne beaucoup. Même quand je dors, je ne pense qu'au damier. Je vis pleinement le jeu de dames.
C'est pour ça que je suis fort. Et ceux qui arrivent cette année-là, ils comprendront que je suis le meilleur. Tous deux, différents des autres athlètes, Armand Kofi et Arnaud Adoni ont une même ambition, devenir un jour champion du monde de jeux de dames comme leur compatriote Adse Joël Ncho. Vous avez de magnifiques athlètes comme Armand et Arnaud. Comment se fait l'intégration de ces personnes? Oui, il faut dire que le président de la fédération, Gwebi Basile, qui dirige aujourd'hui une équipe assez dynamique, a compris que le jeu des dames, c'est beaucoup plus le développement des méninges, donc de l'intelligence. Donc, il n'est pas question de faire valoir des muscles, quoique un peu de pratique sportive physique ne soit pas exclu. Donc, son aspect social a commandé que nous puissions prendre en charge Armand d'un côté aveugle et de l'autre côté Arnaud Adonis Joachim qui lui est sourd. Bien sûr, tout est une question d'entraînement. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des joueurs de dames au départ étaient soit des étudiants, des désœuvrés. Il y avait un peu de tout. Il fallait donc les intéresser. Et après des statistiques sorties en Hollande, qui a montré que les enfants qui étudient le jeu des dames à l'école sont plus forts dans les matières scientifiques, il a fallu alors nous mettre en branle pour permettre à ces jeunes-là, y compris les aveugles, les sourds et autres, pour qu'ils puissent appréhender véritablement cette passionnante discipline. Alors, pour ce championnat du monde qui va se dérouler ici à Abidjan, combien d'athlètes ivoiriens pour représenter le pays? Il faut compter une 60aine de participants. C'est dommage, il y avait plus de personnes voulant participer, mais ils ne se sont pas présentés à temps et nous, on a dû arrêter les inscriptions. Alors, concrètement, comment ça va se dérouler? Ça va se dérouler d'abord par une cérémonie d'ouverture qui va concerner les villages World Cup, car il faut dire qu'il y a deux villages World Cup, le village World Cup de Figayo, Yopougon, et le village World Cup de l'espace Inch'Allah à Koumassi. Donc la cérémonie d'ouverture des villages World Cup va se faire le dimanche 22 à partir de 10h à l'espace Figayo à Yopougon. Et la cérémonie d'ouverture officielle va se faire à l'hôtel Ivotel, au plateau, à partir de 10h également, où tous les invités venus de 30 pays dans le monde vont être là et ce sera une grande fête, un grand rendez-vous. Alors, c'est à partir de quand que les invités arrivent? Les invités commencent à arriver déjà ce soir. Il y a un qui arrive de Hollande ce soir. Demain, ça continue jusqu'au début de la compétition. Alors, vous allez dire un mot à tous ces pratiquants de jeux de dames qui seront intéressés pour venir assister, ne serait-ce que ça, à ce championnat du monde qui va se dérouler ici à Abidjan. Un mot oui, je vais leur dire, vous avez bien choisi de choisir le jeu des dames, qui est une discipline sportive qui ouvre l'esprit, qui cultive l'esprit d'initiative, l'audace et bien d'autres qualités qui sont absolument nécessaire à votre épanouissement. Ce grand rendez-vous où vous aurez l'honneur de connaître, par exemple, Alexander Schwarzman, qui est champion du monde en titre et qui sera en Côte d'Ivoire, avec d'autres personnes de cet acabit. Venez les découvrir, venez célébrer la discipline sportive que vous avez choisie, qui valorise votre aptitude naturelle d'intelligence. L'entrée est payante ou pas? Oui, l'entrée est payante pour toute la compétition, seulement 5 000 francs. Merci beaucoup. Je recevais M. Jacques Akakmani, il est le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de jeux des dames. Merci à vous, monsieur. Je vous remercie. Haltérophilie. La première journée du championnat d'haltérophilie s'est disputée le samedi 14 avril au gymnase de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette première journée a été marquée par la victoire du club CHC en 4 passages. Les détails avec Véronique Konan-Nguessan et Mec Samuel. 13 athlètes issus de 8 clubs dans les catégories hommes et femmes confondus ont pris part à la première journée d'haltérophilie des Paralympiques.
Sous la supervision des différents coachs, les athlètes ont chacun, tant bien que mal, soulevé des charges allant de 5 à 167 kg. Kwadjo Akissi Michel de Dabou Club, inscrite dans la catégorie des moins de 45 kg, a passé le cap des 63 et 65 kg, mais fléchit au 3e essai. Vraiment, il y a un sentiment de regret. J'ai voulu vraiment faire mieux, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, je compte m'entraîner encore davantage pour réussir prochainement. Pareil pour Dufy Richard de Anapsi Club qui, au 4e passage, manque d'équilibre avec une barre de 116 kg. Ano Adou Hervé, champion en titre 2017 des moins de 65 kg, arrache la première place avec un record de 167 kg au 4e essai. Nous sommes en très bonne santé, donc nous voulons aussi dire à tout un chacun que le championnat a repris et que chacun puisse venir pouvoir s'entraîner. Avec ces performances, les athlètes pourront participer au grand tournoi. Nous sommes agréablement surpris dans la mesure où le niveau a été assez bon pour la compétition internationale. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. L'haltérophilie est un sport passionnant. Les athlètes pourront atteindre leur objectif et prendre leur envol si la fédération met à leur disposition le matériel d'entraînement. La Fédération Nambou de Côte d'Ivoire a organisé le dimanche 15 avril au lycée technique d'Abidjan la 2e journée du championnat élite cadet et senior. Le compte rendu est signé Bonfils Bédi et Aude Alégbé. Venus de plusieurs villes de l'intérieur et d'Abidjan, 30 athlètes, filles et garçons, se sont livrés à des démonstrations de kata et djurandori en combat. Au niveau des katas, dans la catégorie des cadets, Kwasi Inès s'est classée première ainsi que Kone Mohamed chez les garçons. Frézaoui Cécilia de la case des enfants du plateau a surclassé la championne nationale Ta Lobo Marie chez les seniors. Tandis que chez les hommes, le champion de Côte d'Ivoire, Agré Jules, avec une parfaite maîtrise de kata, a encore exercé son hégémonie. Après les katas, place à la catégorie djurandori ou combat. Seulement les seniors y ont pris part et Frézaoui Cécilia n'a rien voulu lâcher. Apparemment bien entraînée, elle s'impose en finale face à Ta Lobo qui abandonne la partie par blessure. Chez les hommes, Agré Jules, sans surprise, est déclaré vainqueur avec 21 points au terme de 3 Souki, 2 Maïgueri et 2 Mawashi Gueri face à Yapi Cyril, 9 points. Agré et Frézaoui sont les grands vainqueurs à l'issue de ce championnat national élite de Namboudo qui est à sa 2e journée. Jiu-jitsu brésilien, le dojo du Casa des deux plateaux à Cocody a abrité la 2e journée du stage de formation initié par l'Ivoirien Oumar Fanin et 3 experts français venus implanter la discipline martiale en Côte d'Ivoire. Découverte d'une discipline pas totalement étrangère aux Ivoiriens. Salif Ouattara. Au dojo du Casa des deux plateaux, le nombre de pratiquants est passé du simple au double. La caravane d'initiation commence à prendre forme et ce 2e jour est consacré à plus de techniques de combat. Au jiu-jitsu brésilien, comme l'explique le professeur Adrien Fogg, il faut maîtriser les techniques d'étranglement, de clé articulaire et de compression musculaire. Un bon combattant qui veut acquérir de la notoriété doit commencer la pratique de l'art martial dès l'âge de 5 ans. Pour les moins de 16 ans, 5 grades mesurent le degré d'apprentissage. Les ceintures blanches, grises, jaunes, oranges et vertes. Puis, l'âge de la belle jeunesse, 16 ans et plus, avec les ceintures bleues, violettes et marron. Enfin, les grades les plus expérimentés, qui se résument à la ceinture noire, qui prendra une teinte rouge au fur et à mesure pour marquer le degré d'invincibilité au combat d'1 grand maître. Particularité du jiu-jitsu brésilien, un athlète de 19 ans, pratiquant régulier, peut acquérir le grade de grand maître par l'obtention de la ceinture rouge. Eux, ils sont à chaque fois en train de travailler sur le dos, sur le ventre, c'est-à-dire ils font des immobilisations dans toutes les directions. En plus des immobilisations, ils font des étranglements que nous on fait aussi. Et le plus grand changement s'opère au niveau des clés de bras. En plus des clés de coude, ils font poignets, épaules, genoux et chevilles. Ce n'est pas une découverte en tant que telle, je l'ai pratiqué durant des années et des années. Au fait, comme en Côte d'Ivoire, ce n'était pas encore connu,
en collaboration avec des amis qui sont en France, nous avons décidé de l'intégrer progressivement en Côte d'Ivoire. Après l'étape du Casa des 2 plateaux, la caravane d'initiation au jiu-jitsu brésilien va mettre le cap mercredi sur la commune de Treichville et boucler samedi le stage de formation dans la commune du Plateau. Un parcours de santé de 4 km a marqué le lancement officiel de la première édition des journées sportives du collectif des pasteurs de Yamoussoukro. L'objectif de cette marche est de soigner le corps par le sport. Le reportage est de Véronique Kona-Nguessan. Plus de 450 personnes étaient présentes à l'appel du collectif des pasteurs de Yamoussoukro. Des invités de marque avec à leur tête le préfet de la région de Yamoussoukro ont pris part à la marche. Le début de la manifestation a été marqué par une séance de fitness. Le top départ donné par le premier responsable de la région de Yamoussoukro, les randonneurs ont parcouru 4 km. Autre temps fort de ce rassemblement, des moments de pause, d'étirement, de réhydratation et de témoignages. Heureux de participer à cette marche, le préfet de région a salué l'initiative du collectif des pasteurs. Je dis merci au collectif des pasteurs parce que c'est des religieux, ils s'occupent du spirituel. Aussi, s'il ajoute le physique, en tout cas c'est complet et nous sommes prêts à nous associer à chaque fois que ces activités sont organisées. Le président du collectif des pasteurs a donné le programme des prochaines journées sportives qui auront lieu en mai. Nous sommes maintenant à l'étape de l'actualité internationale. Basketball, NBA et playoff. Les Celtics écartent Milwaukee. Les Celtics ont creusé l'écart en l'emportant cette nuit 120-106 face à Milwaukee. Jaylen Brown inscrit 30 points et permet aux Celtics de faire le break à la faveur d'un match parfaitement négocié au premier tour des playoffs. Bonfils Bédi, Aude Allegbe. Les playoffs s'annonçaient particulièrement compliqués pour les Celtics. Le basketball a beau être un sport collectif, ce sont souvent les meilleures individualités qui font la différence à ce moment de l'année. Le défi était donc de taille pour les jeunes joueurs de Brad Stevens. Au moins l'un d'entre eux devait s'élever au niveau d'une star NBA pour que la franchise passe un ou plusieurs tours. En bon vétéran, Al Horford a assumé ce rôle plus offensif lors du match 1 remporté par Boston dimanche dernier. Jaylen Brown a pris le relais cette nuit. Déjà auteur de 20 points lors de la première rencontre, l'ailier de 21 ans a porté son total à 30 hier soir. Sa performance a mené son équipe à une deuxième victoire consécutive, 120-106. Brown s'est comporté en patron en se montrant agressif d'entrée. Il a affiché un niveau de confiance digne de l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, lui qui ne dispute finalement que sa deuxième saison en NBA. Les Celtics ont ainsi rapidement pris l'avantage à plus 11 points après un quart-temps et ils ont su gérer le reste de la rencontre malgré Giannis Antetokounmpo 30 points, 9 rebonds, 8 passes. Milwaukee, qui a sa deuxième défaite, doit se reprendre sous peine de rapidement prendre la porte. Formule 1, la FIA dévoile des changements pour 2019 et ses propositions sur le moteur post-2020. La Fédération internationale de l'automobile a dévoilé mardi plusieurs changements de régulation pour la Formule 1 la saison prochaine, ainsi que ses propositions concernant la motorisation des monoplaces à compter de 2021. Ces décisions ont été prises au cours d'une réunion du groupe stratégique et de la commission Formule 1 mardi au siège de la FIA en présence du Français Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile, et de Keith Carey, le patron américain de la Formule 1. Parmi les modifications actées pour 2019 figure une augmentation de la limite de carburant embarqué qui passera de 105 kg à 110 kg afin de pouvoir utiliser le moteur à pleine puissance à tout moment. Au football, demi-finale de la Coupe de France, les Herbiers se qualifient pour la première fois. Les Herbiers sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France
après avoir remporté le duel des petits poussés et contre Chambly 2-0. Ils croiseront le 8 mai prochain au Stade de France le vainqueur du match entre le PSG et Caen prévu ce soir même. Patrick Dadier. Les Herbiers ont obtenu le visa pour la finale de la Coupe de France en remportant le duel des petits poussés contre Chambly 2-0. L'équipe de Chambly est pensionnaire comme eux de la nationale, l'équivalence de la division 3 en Côte d'Ivoire. 28e minute, sur un beau débordement de Luis Bongongui sur la droite, le centre flottant est bien coupé par Florian David, lancé, trompe Xavier Pinto. 80e minute, Ambroise Boho, entré 3 minutes plus tôt, fait le break à 10 minutes du terme en remportant avec sang-froid son face-à-face avec le portier de Chambly. Pour rappel, les Herbiers ont éliminé en quart de finale les Lensois au tir au but 0-0 au temps réglementaire. Ce mercredi, les Herbiers connaîtront leur adversaire en finale à l'issue de l'autre demi-finale entre Caen et le PSG. Le point des championnats européens à présent, Barcelone et Tottenham coincent, l'Inter Milan roule au super. En ouverture de la 33e journée de Liga, le leader, le FC Barcelone, a calé sur la pelouse du Celta Vigo. Idem pour Tottenham à Brighton quand l'Inter de Milan retrouve des couleurs en Série A. Jean-Sylvain Esso et Aude Allegbe. Le FC Barcelone est toujours invaincu cette saison en championnat, mais n'est pas loin de l'accident de parcours ce mardi sur la pelouse du Celta Vigo en match avancé de la 33e journée. Ousmane Dembélé ouvre le score à la 36e minute avant que Johnny n'égalise avant la pause. À la 64e minute, Paco Alcácer redonne l'avantage aux Catalans qui seront une seconde fois rattrapés à la marque. Iago Aspas concrétise l'envie et la combativité du Celta Vigo, marquant à bout portant avec l'aide de la main. Un nul qui peut avoir des conséquences si le Dauphin, l'Atlético Madrid, réduit l'écart ce jeudi sur la pelouse de la Real Sociedad. En Italie, après 3 matchs de disette, l'Inter retrouve la victoire face à Cagliari. En match avancé de la 33e journée de Série A, les Nerazzurri, grâce au but de Cancelo à la 3e minute, Icardi, Brozovic et Perisic s'imposent 4-0. Avec ce large succès, l'Inter Milan s'empare provisoirement de la 3e place du classement. Du côté de la Premier League, Tottenham a été freiné par Brighton à l'occasion de la suite de la 34e journée. Tout s'est joué en seconde période quand le fer de lance des Spurs, Harry Kane, à la 48e minute a ouvert le score. Mais le 26e but de Super Kane est de courte durée, car l'Allemand Pascal Gross, 2 minutes plus tard, parvient à faire la jonction sur penalty. Une contre-performance qui maintient Tottenham à la 4e place avec 68 points, soit à 2 longueurs de Liverpool et à 3 de Manchester United. C'est l'instant débrief. Métchétché et Kader Guilavogui m'ont retrouvé. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir, Anne-Marie. Nous allons rester en Europe. Le Bayern City et le PSG ont, sans surprise, remporté leur championnat respectif avant la fin. Le Bayern a été couronné à la 29e journée quand Manchester City et le PSG ont mis fin au suspense à la 33e journée. Jean-Sylvain Esso. Facile vainqueur de Augsbourg 4-1, le 7 avril dernier, les Bavarois ont mis fin au suspense face à leur dauphin Schalke 04. Pour la 6e année consécutive, le club bavarois soulève la Meister Schale, le 28e titre de son histoire. Ce, grâce au retour gagnant de Jupp Heynckes qui a su redonner du sourire aux Munichois au lendemain de la déroute en Ligue des Champions face au PSG. En Premier League, c'est à Wembley que Manchester City est allé chercher la couronne de champion en surclassant Tottenham 3-1. Cet exploit, les Skies Blues l'ont réussi après seulement 33 journées, égalant le record de leur rival Manchester United. Avec encore 5 matchs à jouer et déjà 87 points, ils n'ont plus que 8 unités à engranger pour battre le record de 95 points de Chelsea lors de la saison 2004-2005. Ce sac, le 5e de leur histoire, est surtout la résultante de leur bon collectif. Une équipe soudée qui a outrageusement contrôlé le championnat depuis la phase aller. Tout comme Manchester City,
Le PSG est aussi couronné à la 33e journée de la Ligue 1 française. Les Parisiens ont remporté le 7e titre de champion de France de leur histoire en battant l'AS Monaco 7-1 dimanche au Parc des Princes. Ils ont au passage pris leur revanche sur des Monégasques qui les avaient devancés la saison passée. Le PSG a presque tout gagné cette saison sur la scène nationale avec 3 des 4 trophées majeurs. Trophée des champions, Coupe de la Ligue et Championnat de France. Il reste la Coupe de France dont la finale aura lieu le 8 mai. Et Tchétché, le PSG a-t-il remporté le sacre le plus facile de l'ère qatari? Oui, absolument, Anne-Marie, parce que le PSG décroche le titre de champion de France 2018 avec 87 points après 33 journées. Et son poursuivant direct, l'AS Monaco, a 70 points, donc 17 points d'écart après 33 journées. Mais le Paris Saint-Germain, c'est aussi des moyens colossaux. Après leur échec la saison dernière, où Monaco a été sacré champion, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure en recrutant Kylian Mbappé et Neymar. Voilà des joueurs qui vont faire la différence au niveau de l'attaque, du bastion offensif du Paris Saint-Germain avec Cavani. Ensuite, au milieu de terrain, vous aurez des gens comme Rabiot. Malgré le départ de Blaise Matuidi, l'équipe de Paris, dans le milieu de terrain, est restée constante. Et donc, derrière, la grosse... j'allais dire, le gros problème, ça demeure le gardien de but. Kevin Trapp était attendu. À l'arrivée, c'est Areola qui est là. Donc, voilà, une grosse machine, un effectif 5 étoiles. Vous verrez comme des garçons, Di Maria, des gens qui auraient pu être titulaires dans une autre équipe, sont sur le banc de touche. Javier Pastore, tout ce beau monde est sur le banc de touche. Et donc, voilà, comme le disait votre reportage tout à l'heure, ouais. Le résumé, Paris est donc bien parti, après le championnat, de faire le grand chelem en remportant tous les trophées majeurs en France. Alors, Kader, Paris qui reprend à Monaco sa couronne de champion. Oui, absolument. C'était un double objectif pour le Paris Saint-Germain cette saison-là. D'abord, reprendre le titre à Monaco, qu'il avait, on va dire, freiné dans sa volonté de remporter, on va dire, 7 titres d'affilée, puisque Paris était à son 4e quand, n'est-ce pas, Monaco est venu mettre fin à cette suprématie-là. Mais c'était surtout face à un concurrent direct qui est Monaco, qui a des moyens financiers avec le russe Dimitri Ribovolev, qui a mis beaucoup d'argent aussi pour recruter des joueurs comme Falcao. Donc il était question d'apporter cette réplique-là sur le terrain et en dehors. Et Paris l'a réussi sur sa double confrontation face à l'AS Monaco, 2-1 au match aller et puis 7-1 au match retour au Parc des Princes. On a vu la domination. Paris avait un message à faire passer à l'AS Monaco face à ses concurrents directs. Et bien ce message est placé. Paris est en route pour remporter la Coupe de France. Il y a une demi-finale à jouer jeudi face à Caen. Mais Paris vraiment a dominé outrageusement, a dominé outrageusement ce championnat-là. Il n'y a pas eu photo. Emile a dit, quand vous avez des joueurs comme Neymar, comme Rabiot, comme Cavani, comme Kylian Mbappé, et puis un banc de touche aussi riche, forcément, le titre ne pouvait que leur tendre les bras. Et c'est mérité pour cette équipe de Paris Saint-Germain. Et Paris, c'est quand même 103 buts cette saison en Ligue 1. En Ligue 1, rien qu'en Ligue 1, 103 buts. Paris trop fort en France, mais pas assez en Europe. Oui, mais pour le moment, c'est difficile. Ça fait 3 ou 4 années de suite qu'il cale. Ouais. Cette fois-ci en 8e, je crois, non, cadet. Mais je pense qu'ils auront les moyens pour aller plus loin, beaucoup plus tard. C'est surtout que Paris a besoin d'avoir un vécu collectif. On l'a vu, hein, Chelsea avait mis beaucoup d'argent à l'époque de José Mourinho. Ils ont attendu 9 ans avant de soulever la coupe aux grandes oreilles. Paris est dans cette dynamique-là. Il faut que cette équipe-là se donne le temps de construire un vrai groupe pour aller à la conquête de la Ligue des Champions. Voilà, on a le temps on voit la suprématie du PSG sur les autres équipes, 87 points. Ouais. Et puis le poursuivant direct n'a que 70 points. Donc 17 points d'écart. Ouais. Et ça n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Et Paris montre là que ils sont en train de broyer complètement la Ligue 1 française. Et Aimé parlait de 103 buts. On est qu'à la 33e journée. Il y a encore 5 matchs à jouer. Donc Paris a l'occasion, a la possibilité, n'est-ce pas, de conseiller encore de soigner ce goal à virage-là, d'aller au-delà des 110, pourquoi pas, quand vous avez une attaque constituée de Cavani et de Mbappé, forcément, vous êtes capable de faire bien. C'est la meilleure attaque en Europe, surtout en Europe, devant le Barça, devant le Bayern de Munich, devant le Real Madrid. Donc voilà, on ne pouvait que miser sur Paris cette saison. Alors, le fait d'avoir été éliminé en Ligue des Champions, est-ce que ça n'enlève pas un peu de saveur
à ce champion de France? Oui, forcément, hein, quand vous faites quand vous faites un recrutement aussi qualitatif que celui de Paris, forcément, vous avez des visées sur la Ligue des Champions. Et l'objectif, un des objectifs de Paris, c'était de remporter cette Ligue des Champions, là, qui demeure un objectif avant tout. Donc, forcément, il va y avoir des changements aussi bien au niveau du staff technique, parce que Unai Emery ne fait plus l'unanimité, hein, aussi bien au niveau des dirigeants. On attend la fin de saison pour, n'est-ce pas, chercher un nouvel entraîneur. On parle de Antonio Conte de Chelsea, on parle de Maximiliano Allegri de la Juventus de Turin. Eux, ils ont l'expérience de cette compétition-là pour faire franchir un palier supérieur au PSG. Alors, on va parler d'un autre champion, Manchester City. Alors, Manchester City, c'est une machine incroyable. Un style de jeu mis sur pied par Pep Guardiola, qui ne lui avait pas réussi au Bayern, voyez-vous. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi un effectif incroyable, avec des joueurs comme Leroy Sané, qui ont pris confiance, avec des joueurs comme Sterling, même la présence de son buteur maison, Kunaguro, ne change en rien l'aptitude des autres. C'est une équipe qui a 93 buts, qui a marqué 93 buts, Kader le soulignait, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Et son meilleur buteur, Kevin De Bruyne, en a marqué 15. Ouais. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a le retour de l'esprit que, j'allais dire, l'esprit de jeu que Pep Guardiola a inculqué à cette équipe. Alors Kader, qu'est-ce qui fait la force de Manchester City cette saison? C'est d'abord cette philosophie imprimée par Pep Guardiola qui le suit depuis le Barça, en passant par le Bayern jusqu'à Manchester City, ce pressing haut exercé par les milieux de terrain qui, on va dire, oppresse, on va dire, de façon étouffante ses adversaires jusqu'à récupérer le ballon dans la moitié du terrain adverse et puis de se porter très vite vers l'avant. Des joueurs comme Kevin De Bruyne qui était pour moi un maître penseur qui joue à reculons mais qui est véritablement très adroit dans la dernière passe, dans l'organisation du jeu. Un garçon comme Fernandinho également qui a progressé au contact de Pep Guardiola. David Silva, on connaissait la qualité de ce garçon-là, mais ce sont tous des joueurs qui ont progressé. Mais la nette progression, et là où on voit que Guardiola on va dire, fait progresser ses joueurs, c'est au niveau de Raheem Sterling, ce joueur qui était à Liverpool, qui était très maladroit devant les buts, mais cette saison, il a marqué près de 22 buts, toutes compétitions confondues. Donc il est le troisième meilleur buteur de son équipe, après Kun Agüero et je crois Gabriel Jesus, l'attaquant brésilien. Donc autant de joueurs qui ont réussi, n'est-ce pas, à redonner à Manchester City cette domination, cette surpuissance-là. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, on parlera, on dira que ça n'a pas marché, mais pour moi, Manchester City est en train de s'installer petit à petit. C'est peut-être l'un des meilleurs champions d'Angleterre qu'on a pu voir cette saison-là. Eh bien, donc, oui. Je pourrais juste ajouter que c'est quand même l'un des effectifs les plus chers d'Europe qui joue à Manchester City. Regardez, mais on peut avoir un bon effectif sans avoir un bon entraîneur. Et celui qui fait la différence dans le championnat anglais, parce que n'importe qui n'est pas appelé à être champion en Angleterre, celui qui fait la différence devant tous les autres, c'est Pep Guardiola. Il faut le lui reconnaître. C'est un homme qui meurt toujours avec ses idées. Et ça, c'est la rigueur dans le travail, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez ce monsieur. Pour ajouter à Pep Guardiola, il a pris des décisions fortes en arrivant à Manchester City. Il s'est séparé par exemple de Joe Hart, qui était le gardien titulaire, qui est international anglais, pour privilégier un gardien venu du Benfica Lisbonne, qui est Rosario Mendoles, le gardien brésilien, donc, qui est venu, mais pour son jeu au pied, on sait que Pep Guardiola est très regardant là-dessus. On l'a vu avec Emmanuel Neuer au Bayern de Munich. Il a métamorphosé ce gardien-là. Il a, on va dire, basé sa stratégie sur le gardien de sorte à avoir une qualité de relance exceptionnelle pour ce gardien-là et qui lui a valu ce poste. Joe Hart a été prêté à West Ham, mais je ne suis pas sûr qu'il revienne sous l'ère Guardiola encore dans les buts de Manchester City parce que Pep Guardiola a trouvé, n'est-ce pas, son homme dans les pêches de Manchester City. Alors, un autre champion, là nous partons en Allemagne, il s'agit bien sûr du Bayern, 25e titre de champion. Oui, alors ça n'étonne plus personne depuis que l'équipe de... voyez-vous, diriger, c'est agir rapidement. Ouais. Après la déculottée face à Paris, en Ligue des Champions, les dirigeants du Bayern ont tout de suite pris le taureau par les cornes en limogeant leur entraîneur. Du coup, ils ont fait appel à leur entraîneur, qu'on pourrait traiter entre guillemets d'entraîneur fétiche, Jupp Heynckes, il leur a donné leur dernier titre, pour pouvoir remobiliser ses troupes. Et du coup, on voit que l'équipe a retrouvé son esprit, le football allemand, ce qui caractérise le football allemand, la rigueur, et puis aller jusqu'au bout. Et c'est ça, ils l'ont réussi cette année. Le Bayern, c'est quand même, malgré l'absence de meilleurs joueurs, de meilleurs gardiens, Neuer a été blessé. Ouais. Il a été remplacé merveilleusement par Sven Ulrich.
Donc, ça veut dire que c'est une équipe de combattants. Voilà, c'est une équipe de combattants qui ne l'échine pas. Et puis, depuis, je l'ai dit, Dortmund, qui était son adversaire direct depuis le temps, qui a été décimé en laissant partir Aubameyang, Ousmane Dembélé et l'entraîneur Jürgen Klopp, Bayern règne seul sur le championnat allemand. Et pourtant, ce n'était pas donné, c'était pas donné pour cette équipe du Bayern de Munich qui a débarré ce championnat-là difficilement. On l'a dit, sous Carlo Ancelotti, cette déculottée face au PSG. Mais en championnat, le Bayern était 3e après 10 journées. Donc forcément, il fallait prendre une décision. Et le limogeage de Carlo Ancelotti s'est imposé comme, on va dire, une nécessité pour le club qui tout de suite a rappelé l'entraîneur allemand qui est un personnage fort. Pour connaître véritablement, lui, il parle d'un style de vie entraîner le Bayern de Munich. C'est Jupp Heynckes, parce que c'est un joueur qui a gagné d'abord en tant que joueur, qui a gagné la Coupe du Monde en 1974 avec la Nationalmannschaft, qui a gagné la Coupe d'Europe en 1972 avec la Nationalmannschaft, qui a été champion d'Europe avec le Real Madrid en 1998 et qui a été champion d'Europe avec le Bayern en 2013. Donc forcément, c'est un personnage clé qui connaît bien la maison et qui a apporté, on va dire, cette plus-value-là. Sa rigueur, Aimé en parlait, sa rigueur, mais surtout sa leçon technique, tactique. Mais c'est surtout le seul entraîneur qui est en course aussi bien, qui a remporté le championnat et qui est en course pour la Ligue des Champions. Et on va suivre avec intérêt cette demi-finale face au Alors peut-on dire, Aimé, que les signaux sont ouverts pour le Bayern pour un triplé championnat, Coupe, Ligue des Champions, c'est possible? Oui, quand on a 81 points, qu'on domine de la tête et des épaules son championnat, ça veut dire qu'on n'a pratiquement pas d'adversaire. Je le disais, Dortmund est relégué à la 4e place aujourd'hui. C'est son principal rival. Bon, mais la coupe aussi, ce sont des matchs. Hein. Quand il s'agit des matchs de coupe, là, c'est sur un coup et puis on peut perdre un match. Mais pour le championnat, ils ont fait très, très, très fort. Et la Ligue des Champions? Oui, absolument. Je les vois en tout cas aller très loin. Il y a surtout cette revanche qui rumine contre le Real Madrid. Quart des finales, souvenez-vous, la saison dernière, qui s'était joué sur des détails avec des erreurs d'arbitrage. Et donc, cette fois-ci, en demi-finale, je crois que le Bayern. Mais pour comprendre le Bayern, c'est surtout sa puissance financière. Le président du Bayern, Uli Hoeneß, disait que tous les clubs vont à la banque. La seule différence, c'est que le Bayern va au guichet dépôt, alors que les autres vont au guichet crédit. Voilà toute la symbolique de cette formation, de cette puissance du Bayern qui se traduit sur le terrain. Oui, mais je veux juste Anne-Marie, c'est que Jupp Heynckes, à son arrivée, a su remettre en confiance des garçons comme Franck Ribéry, Peter Lewandowski et Arjen Robben qui, ma foi, était pratiquement sur la fin, sur le départ, mais qui ont vu à l'arrivée de cet entraîneur une bouffée d'oxygène. Alors, nous allons terminer sur une très belle nouvelle. Tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Après l'ASEC Mimosa hier, le WAC vient de se qualifier en Guinée équatoriale pour la phase de poule de cette compétition, malgré sa défaite 1-2 devant le Deportivo Nefang. Oui, le WAC a souffert, mené, on va dire 2-0 jusqu'à la 92e minute, avant que Mofosé Karidjoula ne marque ce but plein d'espoir qui permet au WAC de rejoindre l'ASEC Mimosa en phase de poule de la Coupe de la Confédération. C'est une très bonne nouvelle pour le football ivoirien. On place deux équipes, n'est-ce pas, dans cette compétition-là. Il va falloir maintenant revoir, même si pour le WAC, il va falloir se reconcentrer très rapidement sur les affaires locales parce que 9e au classement avec 19 points. La relégation n'est pas loin pour cette équipe-là. Attention, parce que derrière, ça bouge pas mal. Heureux en Coupe de la Confédération, malheureuse en championnat. Oui, mais je le disais sur ce même plateau il y a quelques jours que le fait de n'avoir pas pris de but ici et d'avoir marqué 2 constituait un gros avantage pour les Guêpes de Williamsville. Ouais. Félicitations à eux parce que sortir de la 2e division, intégrer la Ligue 1 et être directement en phase de poule d'une coupe africaine, c'est extraordinaire. Félicitations au président Kone Abaka. En tout cas, félicitations à cette jeune équipe du WAC et à son président Kone Aboubakar. Voilà, merci à vous, très cher consultant. Le terme du débat de demain, cahier de charge de la CAF. Quelle application en Côte d'Ivoire? Les clubs ivoiriens sont-ils en danger? Et que doit faire la Fédération ivoirienne de football? Voilà, c'est le terme du débat que vous aurez à suivre demain avec Cathy Touré. Ses invités sont Choualio Diomandé
Dago Charles, Magloire Diop et Bakayoko Kapit. Merci en tout cas pour votre attention et puis bonne suite de programme sur RTA.